Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet webinaire sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous donnerons quelques minutes pour que les participants se joignent à nous. Bienvenue tout le monde. Donc, nous sommes à peu près 350 participants qui se sont enregistrés. Donc, on va donner quelques minutes pour que tout le monde ait l'opportunité de se connecter. Et il y a des personnes dans la salle d'attente. Et entre-temps, on va vous montrer une diapositive pour vous donner des instructions sur comment choisir votre langue préférée pour écouter ce webinaire. Donc, Cyril, est-ce qu'on a cette diapo qui montre comment choisir euh, la langue de préférence? Comment vous connecter, vous pouvez écrire dans le chat votre nom et le pays où vous vous trouvez maintenant pour qu'on se connaisse. Bienvenue tout le monde. On a des personnes dans la salle d'attente, donc on attendra tout le monde. Nous sommes 75 connectés. On attend un tout petit peu plus parce que nous avions 350 personnes enregistrées et je, il y a un bureau entier qui est en train de se connecter. Donc, bienvenue tout le monde. N'hésitez pas à choisir la langue de votre préférence et écrivez dans le chat votre nom, prénom et où vous vous trouvez. Bienvenue tout le monde, bienvenue du Japon, Bruxelles, Toronto, les Pays-Bas, Afrique de l'Est. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vois que nous avons, euh, on va commencer très bientôt. Encore bienvenue à tous ceux qui sont ici. Une seconde.
J'attends qu'il se reconnecte. Il n'est pas dans la salle d'attente encore. Est-ce que toi, tu peux montrer la présentation plan B? Bien sûr, pas de problème. Et je crois que, voilà, nous sommes 85, donc un grand bienvenue à tout le monde. On va commencer. Je suis Patrice Vastel, je suis en Norvège et je suis le coordinateur du Hub d'inclusion des personnes en situation de handicap chez MSF. Et moi-même, j'ai du mal à entendre. Et j'espère que Cyril se connectera plus tard. Et Cyril est à Abidjan et ce webinaire est organisé par le Hub d'inclusion des personnes en situation de handicap avec le soutien d'un un groupe de conseillers. Et c'est un, le Hub existe pour le mouvement des MSF à travers des activités de sensibilisation, de partage d'expériences qu'on fait aujourd'hui et le développement d'outils et matériaux pour mieux inclure les personnes, les PSH dans notre organisation. Donc, ce groupe conseiller fait avec, il y a Cecilia Calello, qui est la conseillère DE1, Chicosi Wainelien, pour chez MSF USA et États-Unis. Et donc, merci à toutes ces personnes pour ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des personnes en situation de handicap le 3 décembre. Et aujourd'hui, nous allons partager plusieurs expériences d'inclusion de PSH à travers le mouvement de MSF. Et quand il s'agit de patients et aussi des PSH parmi nos employés. Donc, nous allons passer nous allons à la prochaine diapo. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore choisi, vous pouvez choisir votre langue préférée. Il y a français, anglais, espagnol et arabe. Et vous pouvez utiliser ce globe en bas de votre écran. Et vous pouvez aussi utiliser la transcription.
en direct et aussi des réactions si vous voulez envoyer des petits cœurs au présentateur. Donc, cette réunion est enregistrée. N'hésitez pas à vous renommer si vous ne l'avez pas encore fait avec votre prénom et votre nom ou le nom de votre bureau si vous êtes plusieurs sur un même écran. Et mettez-vous en mute si vous ne parlez pas et quand on aura commencé la présentation, éteignez votre caméra comme ça. Les personnes qui n'ont pas une bonne connexion pourront voir la présentation. Quand, s'il vous plaît, écrivez votre prénom et là où vous êtes, le pays où vous êtes. Donc, ce webinaire est en deux parties. Après, il y aura une introduction. On va partager l'expérience à partir de différents bureaux et projets. Et dans la seconde partie, on va parler de plus d'initiatives et projets. Et aussi, on va vous présenter les ressources disponibles du Hub pour mieux inclure des personnes, des PSH. Donc, on devait avoir Augustin Pandaré, notre collègue. Non, OK. Donc, plan B encore. Nous allons à l'autre présentation avec notre collègue du Japon, MSF Japon. Donc, merci à elle d'être ici, car je crois qu'il est 11 heures du soir au Japon en ce moment. Donc, je donne la parole maintenant à Dr. Hiroko Taniguchi, qui est vice-président de MSF Japon et coordinateur opérationnel. Donc, Hiroko va nous parler sur les efforts d'MSF Japon, sur les PSH, l'inclusion des PSH et le travail que vous avez fait euh, cette année. Merci d'être ici dans cette soirée pour vous. Merci Patrice, merci tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Comme Patrice l'a expliqué, aujourd'hui, je vais vous présenter notre mouvement MSF Japon et les résultats du sondage de l'enquête sur les personnes en situation de handicap. Donc, voilà la première diapo, mais la prochaine, s'il vous plaît. Parfait. Euh, ces derniers temps, MSF Japon a parlé beaucoup sur les personnes, l'inclusion des PSH, euh, surtout grâce à l'approbation de Patrice. Et MSF Japon s'est arrêté et demandait, et nous, parce que nous, on a une association et des bureaux, mais nous n'avons pas encore pris la direction et fait les efforts nécessaires pour intégrer davantage les personnes handicapées. Donc, le texte de la motion, c'est MSF Japon, tant à niveau de l'association que l'exécutif s'engage à reconnaître l'égalité et la valeur de toutes les personnes avec ou sans handicap et évaluer positivement les capacités des individus et travailler ensemble, indépendamment des handicaps, et travailler, s'efforcer de créer un environnement qui facilite la collaboration, quel que soit le handicap.
Donc voilà le cœur de euh, sur quoi on a commencé à travailler. Donc on a établi une voie à suivre. Nous avons trois points principaux, trois étapes. La première étape, c'est l'écoute proactive à travers le mouvement. euh, Et aussi, on essaye d'écouter des collègues d'autres organisations euh, internationales ou qui font partie de l'ONU, qui travaillent au Japon. Donc, nous avons utilisé ces étapes pour que l'année prochaine, nous aurions une assemblée générale en mars. Ça va être en mars tous les ans. On va présenter les résultats du sondage et notre stratégie aussi. Donc, on est en plein dedans. Donc, ici, je vais présenter les résultats du sondage. Si il y a des personnes qui ont répondu ici, qui ont répondu au sondage, je vous en remercie. Donc, on va commencer avec les bureaux exécutifs. Nous, nous avons reçu 26 bureaux et parmi ces 26, 23 ont euh, euh, ont l'intention proactive d'embaucher des PSH. Et dans le processus d'embauche et d'autres considérations incluent l'accessibilité aux matériaux ou travailler avec des ONG locales. Euh, et parmi les 26, 15 ont déjà embauché des personnes, des PSH, et dont 9 ont des postes de direction. Et les considérations relatives à l'environnement du bureau varient considérablement. 23 bureaux ont des défis à relever ou des améliorations à apporter dans l'emploi des personnes des PSH euh, pour qu'elles aient ou non une expérience de l'embauche de personnel en situation de handicap. Euh, on, on a intégré dans l'environnement du bureau, a fait l'objet de plusieurs études, des dalles tactiles au sol pour les malvoyants et des équipements de salle de bain, un test du système de boucle auditif. Il y a eu des portes avec des poignées spéciales, de larges couloirs et aussi une accessibilité aux ordinateurs comme des lecteurs d'écran et des loupes. Et aussi, on a une chambre calme et préparée pour ces personnes-là. Ici, on parle des résultats de ce qu'on a entendu d'autres organisations au Japon. Donc, on a les résultats de quatre ONG et tout le monde, les quatre, ont une expérience sur l'embauche des PSH. Et trois organisations ont ciblé le recrutement des PSH et ont préparé des postes différents pour ces personnes. Et bien qu'il existe un large inventaire et de considérations opérationnelles, les considérations relatives à l'environnement de bureau et le style de travail font l'objet de relativement peu de considérations spéciales. Et toutes les organisations ont choisi comme enjeu la compréhension de l'ensemble du personnel
Ici, on voit les résultats des résultats du côté des associations. Donc, des 16 associations, on a eu, voici les réponses. Quand on a demandé, connaissez-vous des personnes en situation de handicap qui sont membres de votre association? Donc, 3 ont répondu que oui, non, 5 et qui ne savent pas, 8. Et dans ces 3 qui savent, et ils savent de quel type de handicap souffrent-ils, soit handicap physique ou autre. Et entre le handicap physique, on a sur le plan orthopédique et visuel aussi. Et après, quand on a posé la question, disposez-vous ou prévoyez-vous de disposer d'une aide pour permettre à vos membres handicapés de participer aux activités de votre association? 2 ont répondu accès physique, 1 a dit soutien financier. Donc, nous avons présenté le genre de soutien. Donc, ça veut dire, c'est peut-être un soutien physique ou financier qui sont particulièrement pour les personnes, pour les PSH, pas pour tout le monde. Donc, voilà l'exemple. Prochaine diapo. Donc, voilà la question pour toutes les associations. Donc, pensez-vous que votre association est ouverte aux futurs candidats de votre association? 11 ont répondu que oui et 2 ont dit que cela peut dépendre du type et ou de la gravité des handicaps. Après, on a posé une question, avez-vous eu des activités visant à promouvoir l'inclusion de ces personnes dans vos associations? Et la discussion sur ce sujet a inclus 7 associations et 5 une sensibilisation à ce sujet, 2 invitations proactives. Et dernière question, que pensez-vous de l'intégration du handicap dans l'association MSF et ses activités à apporter ou apportera à votre association? Donc, 14 membres de l'association ont dit oui, en positif, euh, qu'il y aura un impact positif, et 6 membres ont dit qu'il y aurait des défis. Donc, on a vu le positif et les défis. Donc, voilà un résumé très rapide des résultats. Et euh, en base à cela, on aura des résultats détaillés et qu'on vous partagera parce que nous avons beaucoup de retours avec les autres questions qu'on a eues. Donc, on sera ravis de partager les résultats après notre analyse et aussi les partager dans l'Assemblée générale en mars pour établir une stratégie pour MSF Japon. Donc, j'ai 6 membres principaux dans l'association. Donc, merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci, Hiroko. Donc, nous allons maintenant avec Augustin, s'il a accès au micro. Et sinon, on peut... Oui, Augustin, Oui, je est-ce suis là. que... Donc, je donne la parole à Augustin. Augustin, c'est un radioopérateur au Tchad et il a été
Ça fait 14 ans qu'il est dans ce poste. Augustin, vous aurez dû ouvrir cette session, mais vous avez eu des problèmes techniques. Et là, on est très content de pouvoir vous écouter. Peut-être qu'on veut, Chico, enlever la présentation pour qu'on puisse voir Augustin. Et Augustin, la parole est à vous. Et on sera ravis d'entendre votre expérience de travailler avec des PSH sur MSF et quelles sont vos recommandations auprès des MSF. Augustin? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis Augustin Kagombe. Je suis juriste de formation et je travaille pour MSF depuis 14 ans aujourd'hui et toujours au poste d'opérateur radio. Je suis arrivé à MSF par un recrutement suite à une procédure normale de recrutement. Et je suis une personne en situation de handicap de l'âge de 5 ans. C'était très difficile pour moi au début, mais avec le temps, je me suis adapté. Je peux vaquer à mes occupations par les moyens que je peux. Alors, pour être honnête, MSF me considère comme une personne ayant toutes les facultés d'aptitude. Oui, à quel niveau? Patrice? Patrice, est-ce que vous me suivez? De mon côté, ça passe. Est-ce que vous me suivez? C'est bon maintenant? Est-ce que je peux continuer? Voilà, je me présentais donc, je disais, c'était très difficile pour moi au début, mais avec le temps, je me suis adapté. Je peux vaquer à mes occupations par les moyens que je peux. Vous êtes là? Voilà. Et donc, pour être honnête, MSF me considère comme une personne ayant toutes les facultés d'aptitude physique comme les autres, hein, parce que je n'ai jamais vu une manifestation particulière me prouvant que je peux bénéficier d'une situation particulière. Alors, je travaille dans les horaires normaux comme les autres, et plus encore, il y a des jours où je travaille la nuit. Alors, pour moi, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir normalement vivre de manière indépendante. Elles peuvent pouvoir décider librement de leur vie. Elles doivent aussi avoir les mêmes droits que les personnes qui n'ont pas d'handicap et bénéficier d'une aide pouvant leur favoriser certaines tâches. Les personnes handicapées doivent recevoir l'aide dont elles ont besoin. Par exemple, dehors, elles doivent recevoir de l'aide pour trouver leur chemin. À l'école, elles doivent recevoir de l'aide pour apprendre. Et au travail, elles doivent aussi recevoir de l'aide pour faire leur travail normalement.
Alors, les personnes en situation de handicap ont le droit de travailler comme les autres personnes. Elles ont le même droit à la formation professionnelle que les autres personnes. À mon avis, les clés de l'inclusion de personnes handicapées dans les missions MSF peuvent être les suivantes. Dans un premier temps, MSF peut chercher à savoir plus sur le risque d'inclusion de personnes handicapées et mener une sensibilisation en commençant par les collègues même du travail. Ceci pourquoi? Parce que les principaux obstacles à l'inclusion sont les attitudes, quoi. Les attitudes négatives souvent fondées sur des préjugés, des croyances, des stigmatisations. En deuxième point, MSF peut aussi utiliser deux moyens de communication, audio ou visuel, pour les campagnes de sensibilisation pour l'inclusion de personnes en situation de handicap. Pour atteindre un public plus large, on doit penser à une communication accessible pour l'inclusion de personnes en situation de handicap. En troisième point, MSF peut contacter et collaborer avec les organisations de personnes handicapées. Ces organisations peuvent donner un bon aperçu de la façon dont les installations, les services soutenus par MSF peuvent être rendus plus accessibles aux personnes handicapées. Elles offrent un canal pour atteindre les personnes handicapées et pour diffuser des informations et des offres d'emploi, par exemple. En quatrième point, MSF peut ouvrir le recrutement aux personnes handicapées. Nous avons souvent de préjugés sur ce que les personnes handicapées peuvent et ne peuvent pas faire. Alors, cette ouverture au recrutement peut aider à mieux comprendre les besoins des personnes handicapées et leur attitude afin d'apporter des compétences supplémentaires. Un autre point, peut-être pour finir, MSF peut préserver le poste de travail des personnes en situation de handicap. Sans le travail, la vie de personnes en situation de handicap est pénible. Alors, étant une personne vulnérable, je crois que c'est la responsabilité de MSF de rendre sa vie rose pour éviter aussi de discrimination. Alors, MSF étant une organisation médicale humanitaire, a une responsabilité particulière de cibler les groupes les plus vulnérables en situation de handicap. MSF a la capacité de répondre aux besoins, aux importants besoins d'ailleurs, de santé des personnes handicapées. Alors, l'inclusion des personnes handicapées n'est pas si facile, mais MSF peut le faire. Voilà, sur ce, je conclus mon intervention. Merci à vous tous. Merci. Merci. Oui.
Merci beaucoup, Patrice, pour la parole donnée. Je peux aussi commencer par la présentation. Vous m'entendez? OK. Docteur Valentin Chidegé, je suis personne en situation de handicap physique. Je suis médecin de formation. Comme le collègue l'a dit, j'ai été recruté comme tout le monde par concours. Je travaille depuis à peu près 2 ans maintenant avec Médecins sans frontières. Bon, moi, je viens de la fonction publique de l'État, où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans comme responsable en charge de la réhabilitation en base communautaire des personnes en situation de handicap. Donc, j'ai quand même une maîtrise dans le secteur. Ici, je vais vous parler du projet, comme Patrice l'a dit, qui est un projet pilote, mais qui est déjà un projet totalement dédié aux personnes handicapées. Et je souhaite qu'on puisse bien me suivre, que je réponde à quelques questions bien positives. Une autre diapositive, s'il vous plaît. Alors, parce que nous célébrons, merci beaucoup. Là, je parle du contexte de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, c'est un très grand pays de plus de 100 millions d'habitants. Le projet est focalisé à Kinshasa, où nous avons, capitale, nous avons 17 millions d'habitants. Mais ce que nous devons savoir est qu'au Congo, les personnes handicapées représentent 13,7% de la population générale. Le pays est divisé en 26 provinces. Nous avons un pouvoir central avec des provinces qui sont aussi des pouvoirs de centralité. Le pays a adhéré à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2015. Et depuis 2019, on a un ministère dédié en charge des personnes en situation de handicap au niveau central. Cet avant-midi, j'ai partagé la photo. Nous avons été invités dans les manifestations officielles de la célébration de la journée du 3 décembre. Depuis 2022, il y a une loi organique qui protège le droit des personnes handicapées. Il y a plusieurs autres mesures d'accompagnement de la dite loi qui ont été mises en place, entre autres un décret du Premier ministre relatif à l'accessibilité. Diapositive. Alors, il faut connaître que l'engagement politique au Congo par rapport à la promotion des droits des personnes handicapées est réel, comme je l'ai dit. Et le mouvement associatif des personnes handicapées, par contre, mal structuré. Et nous avons la majorité des centres opérationnels MSF au Congo. Et le Congo dispose d'un dispositif particulier, d'une organisation d'intersection qu'on appelle BALI. Diapositive. Alors, pourquoi ces projets? De manière générale, tout le monde sait que les personnes handicapées sont marginalisées. Ils sont deux fois discriminés et dans la plupart des cas, nos structures de santé n'ont pas été conçues pour être accessibles aux personnes handicapées. Les personnes handicapées font face aux problèmes économiques et là, tout cela fait qu'ils sont exclus du système de santé. On a le problème d'accessibilité physique, on a le problème d'équipements qui ne sont pas adaptés, mais le vrai problème de la communication qui rencontre certaines catégories de personnes handicapées dans nos structures. Alors, notre projet est en ligne avec, s'il vous plaît, Diapo. L'objectif de ce projet, c'est de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires pour les personnes en situation de handicap et d'autres personnes vulnérables dans les 2 zones de santé dans la ville de Kinshasa. Pour notre information, ce projet consiste plus à briser les barrières d'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Il s'agit là des barrières physiques, des barrières économiques, des barrières psychosociales, des barrières à la communication. Donc, ce projet travaille d'abord sur les barrières qui empêchent les personnes handicapées d'accéder aux soins de santé. Et
nous prenons trois dimensions de la personne pour la mise en œuvre de ces projets. La dimension biologique, la dimension psychologique et la dimension sociale de la personne. Et avec le balai de visée, nous pensons qu'on peut aller vers l'intuition. Plusieurs objectifs spécifiques étaient poursuivis par le projet, mais ici, on améliore l'accès aux soins de santé, mais je voudrais que tout le monde se focalise sur l'objectif 6, où on va développer un axe de plaidoyer pour permettre, pour faire de telle sorte que l'accès aux soins soit une réalité pour les personnes handicapées, parce que tous ces objectifs spécifiques, nous avons amélioré l'accès aux services de santé, nous avons amélioré l'accès aux services de santé mentale, nous faisons des activités de rythme de vie, mais sans plaidoyer, nous pensons qu'après MSF, on va refermer la page. Mais nous souhaitons développer l'axe de plaidoyer pour que l'État s'approprie et que le mouvement social s'organise pour pérenniser l'activité une fois MSF sorti. Alors, lorsqu'on veut faire l'inclusion, par où faudra-t-il commencer? Donc, pour bien faire, il faut commencer par l'identification des barrières ou des obstacles qui empêchent les personnes handicapées d'accéder. Lorsque les barrières ont été identifiées, il faut travailler à éliminer ces barrières. Lorsqu'on a un travail, on a un programme pour éliminer les barrières, il faut former les prestataires de services. Et une fois les prestataires de services formés, il faut évaluer et améliorer les services pour continuer vers la vraie inclusion. Donc, c'est comme ça que nous, dans ces 4 étapes, que nous avons mis en place pour faire avancer le projet en rapport avec l'inclusion de personnes en situation de handicap. Voici le principe de réalisation depuis le début du projet. Nous les avons structurés selon les axes d'intervention. Le premier axe, c'est l'accessibilité. Parce que nous avons identifié toutes ces barrières, maintenant il fallait trouver la possibilité pour lever toutes ces barrières pour faciliter l'accès. C'est ce qu'on appelle en jargon technique aménagement raisonnable. Donc, les 2 centres de santé partenaires ont été mis en accessibilité et les centres d'hébergement. Nous avons mis en place des toilettes, des douches et des rampes accessibles et les 2 structures ont été dotées à l'équipement et matériel adapté. Ici, je parle des tables des examens parce que moi, je suis en 4 pattes. Votre table d'examen est à 80 cm. Comment vous me transférez pour m'amener sur la table tout en me respectant? Et nous, on a travaillé pour qu'on ait des tables accessibles. Ils peuvent être, on a pris sur la manivelle, la table descend, la personne monte, on redescend, après qu'on ait examiné, on redescend la table, il peut partir et il se sent être respecté. Dans les volets de formation, on a formé tous les prestataires de services, les médecins, les infirmiers, les préposés d'accueil, parce que nous souhaitons que tout le monde comprenne c'est qui la personne handicapée, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, comment l'orienter, comment on travaille avec la personne qui est en situation de handicap et comment on peut identifier une souffrance psychologique chez la personne handicapée. Et ces formations ont été faites pour tous les autres prestataires de services dans nos structures partenaires. D'accord? Alors, la gestion des ressources humaines était aussi un problème. De l'autre côté, ce que nous avons fait, c'est de mettre dans chaque clinique partenaire les ressources qu'il faut pour permettre aux personnes handicapées d'accéder aux soins. Dans toutes les cliniques partenaires, nous avons mis un psychologue clinicien pour suivre le volet psychologique et nous avons mis un interprète médical langue ici pour faciliter à toutes les sourds et les malentendants d'accéder et de faire la discussion avec les prestataires de services. Comme vous le savez bien, en médecine, l'anamnèse est basée sur les dialogues. Lorsque la personne ne peut pas dialoguer, il ne peut pas faire cette anamnèse. Et nous, on a mis des interprètes médicaux. Nous pensons que ça marche bien. Dans le volet médical, jusqu'en octobre 2024, nous avons fait 8263 consultations des personnes en situation de handicap. Parmi ces
250 ont été hospitalisés et il y a eu 9 décès. Volet santé mentale, nous avons eu 2482 consultations. Et volet social, nous sommes en train de faire un appui d'une activité de revenu pour toutes les personnes handicapées dans les centres d'hébergement où ils sont, avec l'appui de l'associatif. Nous avons mis en place un projet où tous ces groupes sont en train de travailler et ils trouvent le moyen pour subvenir à des besoins. Parce que quand tu fais les psychologiques sans les sociales, sachez que ça ne va pas aider à grand-chose. C'est positif. Nous avons, dans le volet promotion de la santé, nous avons organisé une grande campagne de sensibilisation sur les handicaps. Donc, c'était une campagne digitale sur Facebook pendant des semaines. Il y a eu 9000 et quelques de vues et plus de 2000 personnes ont été atteintes. Et cette campagne a prouvé que les gens étaient intéressés parce que nous avons reçu beaucoup de retours. Nous sommes en train de travailler avec les chauffeurs des taxis parce que dans la ville de Kinshasa, le transport est un vrai casse-tête et on les sensibilise pour le respect aux personnes en situation de handicap. Nous travaillons avec toutes ces personnes pour que chacun comprenne pourquoi il est important de respecter le droit des personnes en situation de handicap. Et nous avons vraiment reçu beaucoup de commentaires pertinents et beaucoup de gens ont souhaité que le projet de la campagne digitale soit, on devrait étendre cette campagne, mais là, on s'est arrêté pour 2025 et 2024. On va voir en 2025 si on va encore avoir une autre campagne digitale où on va sensibiliser au respect des droits et à la problématique du handicap. C'est positif. En résumé, l'amélioration de l'accès aux soins de santé ainsi que d'autres services sociaux de base pour les personnes en situation de handicap et d'autres groupes vulnérables exigent de tenir compte de l'approche basée sur les droits humains. C'est lorsque vous considérez que c'est leur droit que vous avez l'obligation de leur rendre leurs droits. Et nous demandons à tout le monde de tenir compte de l'approche de droits humains. Parce qu'il faut impulser les changements. Les changements pour l'inclusion doivent commencer de haut vers le bas. C'est lorsque le management prend en compte, c'est lorsque le responsable numéro 1 prend en compte la question de l'inclusion que l'inclusion peut être possible. Parce qu'en voulant faire l'inclusion, il faut prévoir un budget et ça permet à ce que de haut en bas, on parle de l'inclusion, on sensibilise, ça va aider à ce qu'on puisse marcher. Donc, il est important, lorsqu'on veut faire l'inclusion, d'intégrer systématiquement la collecte de données spécifiques au PSH dans tout le projet. Généralement, dans la plupart des cas, on collecte des données selon l'âge, les sexes ou la pathologie. Mais on oublie que les handicaps ont une répercussion négative sur la vie de la personne. Donc, la collecte de données doit intégrer la dimension handicap pour que vous compreniez. Vous êtes dans une communauté, vous faites la campagne de sensibilisation pour les maladies à main sale. Mais dans cette communauté, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc, comment on fait pour que ces personnes accèdent aussi à l'eau, pour qu'elles aussi évitent ce genre de maladies? Vous voyez que la collecte des données qui tient compte du handicap peut nous aider à résoudre des problèmes dans une communauté. Vous savez, lorsqu'on a utilisé les masques pour lutter contre la COVID, les personnes sourdes et malentendantes étaient totalement exclues de la société. Ceux qui faisaient de la lecture labiale ne pouvaient pas faire, ne pouvaient pas suivre quoi que ce soit. Donc, si les données sont prises selon les handicaps, ça va beaucoup améliorer ce que nous faisons. Nous devons aussi améliorer la sensibilisation du grand public et la compréhension du handicap afin d'éviter la marginalisation. Il est vrai que beaucoup de gens n'ont pas une bonne compréhension sur le handicap. Chacun de nous a la compréhension soit médicale, soit culturelle du handicap. C'est ce qui fait qu'il marginalise pour rien. Et il est important de développer les sensibilisations pour que tout le monde comprenne que le handicap, c'est une réalité de la vie. Ça fait partie de la différence. Il doit être traité en tant que tout citoyen. Nous devons développer une culture de l'inclusion au sein du mouvement. Nous devons nous rassurer que lorsqu'on veut mener un projet ou une activité, on va tenir compte des besoins spécifiques de personnes handicapées avant, pendant et après. La culture de l'inclusion nous exige
de tenir compte de la diversité qu'il y a dans la société. Généralement, on ne tient pas compte de cette diversité. J'ai fait un projet proche, je vais donner de l'eau aux gens. Mais dans cette communauté, il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Je distribue les bidons d'eau. Comment ils font pour accéder à cette eau, pour entrer aussi avec l'eau chez eux? Si en amont, tu n'avais pas tenu compte de ces gens, en aval, tu verras qu'ils ne vont pas apparaître dans ton projet. Donc, il est vraiment important. D'ailleurs, quelqu'un a dit que quand vous faites quelque chose pour les personnes handicapées, sans eux, vous le faites contre eux. Il est vraiment important de toujours tenir compte de l'exemple parce que dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, les personnes handicapées existent. Donc, je souhaiterais que le mouvement travaille avec et pour les personnes en situation de handicap. Ça signifie qu'il faut toujours associer les personnes en situation de handicap. Le collègue qui a parlé avant moi a demandé à ce qu'on puisse recourir. Donc, c'est une obligation. Si vous voulez être inclusif, vous devez directement chercher les personnes en situation de handicap avant de faire quelque chose, les intégrer pour les écouter, avoir les résultats et travailler en fonction de ce qu'ils ont demandé. Et ils sont les vraies personnes qui vivent le handicap, qui peuvent vous dire ce qu'elles pouvaient faire, les aider à sortir de la difficulté. Alors, l'inclusion des personnes handicapées est basée sur ce qu'on appelle l'équité. C'est une approche de droit humain qui est basée sur l'équité. Quand vous regardez l'image devant moi, vous avez 6 personnes qui avaient besoin de cueillir. On ne leur a pas donné tous de la même façon pour arriver à cueillir. Quand vous regardez, dans l'égalité, on a donné à chacun un escabeau et il y a une personne qui ne pourra pas avoir les fruits. Mais lorsqu'on a fait l'équité, on a donné les escabeaux en tenant compte des besoins de chacun. Vous allez voir que tous trois, chacun va accueillir et il peut vivre. Donc, c'est cette approche que nous encourageons lorsqu'on veut faire de l'inclusion. D'accord? Donc là, je pense quels sont les challenges. Pour moi, c'est la gestion de l'inclusion au sein des OC. Parce qu'on ne décrète pas l'inclusion, on l'analyse pour l'intégrer. Donc, il faut qu'au sein des OC, qu'on ait une vraie réflexion. Nous avons le chef d'avoir les aides maintenant. Les aides doivent accompagner les OC pour que l'inclusion ne soit pas un mot simplement, mais que ça soit notre façon de faire les choses. Il y a aussi le problème de gestion des ressources humaines inclusives. En fait, le collègue qui a parlé, je comprends qu'il était question d'analyser le milieu du travail et proposer ce qui est adapté à toute catégorie de handicap. Parce que le handicap n'est pas un groupe homogène en termes de besoins. J'ai compris que le collègue qui a parlé est un handicapé physique comme moi, mais nous, en tant que personnes handicapées physiques, nous avons des problèmes que nous rencontrons, que les sous ne rencontrent pas, que les appels ne rencontrent pas. Donc, la gestion des ressources humaines inclusives doit nous aider à tenir compte des catégories et des besoins et des solutions que nous pouvons trouver. Donc, on doit avoir cette politique de gestion inclusive des ressources humaines au sein du mouvement. Ça va permettre à ce que l'inclusion soit une réalité. Et j'insiste sur la formation continue, parce que le secteur du handicap aujourd'hui, c'est tout un secteur qui a développé des concepts. Il est important que tous ceux qui sont dans les opérations, nos équipes opérationnelles soient formées sur les handicaps pour qu'ils sachent quoi faire lorsqu'ils sont devant un cas de personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Voilà ce que j'avais à échanger avec vous. Je suis disposé à répondre à une question s'il y en a. Merci beaucoup et nous souhaitons tous bonne fête le 3 décembre. Merci. Merci beaucoup, Docteur Valentin, à vous et à votre équipe entière et pour ce projet formidable à Kinshasa. C'est un projet holistique qui combine une approche des opérations et de l'exécutif et des associations qui sont là de manière complémentaire au point de vue des activités. Donc, vraiment un projet, un très beau projet. Maintenant, on donne la parole à Élisée Mintura, qui est un officer d'implémentation du projet WACA. Et on va parler de
de ce qu'il a fait dans les autres projets Waka. Donc, Élisée, c'est à vous. Merci, Patrice, et bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais je ne vous vois pas encore. Oui, j'ai mis ma vidéo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci, Patrice. Je suis Élisée Misérois et je suis en charge de l'inclusion des... euh, je vais partager une expérience d'autres projets WACA pour l'inclusion des personnes des PSH. Prochaine diapo. Merci. Donc, dans le contexte euh, pour les efforts d'inclusion dans WACA, j'ai visité sur le terrain 9 projets différents de leur bureau euh, pour analyser les pratiques d'intégration, l'accessibilité des services de santé, la participation des personnes handicapées, ainsi que l'identification des domaines améliorés et la définition des perspectives durant cette période. Je vais vous partager les défis clés que j'ai vus dans mes premières visites. Dans la première visite, j'ai vu que nous avions des défis au point de vue d'accessibilité physique. Nous avons euh, la plupart des infrastructures, y compris les services de santé, ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Maintenant, ça va. Euh, Allez en arrière 20 secondes et répétez ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Je disais que il y avait un manque de services spécialisés pour les personnes handicapées et de programmes de réadaptation pour les enfants et les adultes. Et aussi, il y a une inclusion sociale limitée pour la participation limitée et stigmatisation et discrimination sociale dans leurs communautés respectives. Et c'est un point que j'ai vu dans ma visite. Et quand on parle d'inclusion aussi, on doit, on doit avoir un recrutement inclusif. Et il y a aussi un manque de collaboration et d'organisation, manque de collaboration avec la société civile pour l'apprentissage et le partage d'expériences en matière d'inclusion. Prochaine diapo. Et un autre point important, c'est l'absence de plan stratégique pour l'inclusion des actions, c'est-à-dire des actions visant à supprimer des obstacles
Et, et cela va de très près de la communication qui n'était pas inclusive pour les personnes souffrant de troubles de l'audition et de la parole. Donc, ces personnes font face à ces défis. Un autre défi important, c'est une absence de profilage des déficients, c'est-à-dire pendant les études d'exploration, les besoins des personnes handicapées sont négligés. Et cela aussi montre que la réponse n'est pas inclusive parce qu'elle devrait commencer à partir des études. Après la collecte de données, chez MSF, on a vu qu'il y avait une absence de méthode systématique de collecte de données sur les personnes handicapées, qui bien sûr aurait un impact négatif sur l'interprétation. Voilà quelques photos pendant les visites. Prochaine diapo. Et entre-temps, malgré ces défis, on a des perspectives d'amélioration pour inclure les personnes en situation de handicap. Le premier point, c'est l'élaboration d'un plan stratégique pour l'inclusion des personnes handicapées, pour éclairer le processus et les pratiques de la culture inclusive au sein de MSF et aussi l'adaptation des infrastructures au point de vue de l'accessibilité. Un autre point, c'est sur la sensibilisation euh, parmi le staff, la communauté à travers la promotion d'activités de santé. Et cet aspect aidera beaucoup à sensibiliser des personnes en situation de handicap. Après aussi, c'est la communication inclusive où on veut utiliser des méthodes diversifiées, audio et visuelles, pendant qu'on et utilisation d'un langage inclusif dans différents ateliers ou en parlant avec la communauté. L'autre point, ce sont les personnes de contact pour l'inclusion, c'est-à-dire identifier euh, la personne de référence pour la promotion de la culture de l'inclusion sur le lieu de travail pour qu'ils puissent former le personnel. Prochaine diapo. Et au point de vue euh, on veut aussi avoir un recrutement inclusif pour stimuler les talents des personnes en situation de handicap. On veut aussi renforcer les capacités depuis le siège et le personnel sur le terrain. On veut aussi renforcer la collaboration avec des acteurs. On veut aussi tirer parti de la relocalisation ou de la réhabilitation, c'est-à-dire des bureaux, de maisons d'hôtes ou des établissements de sauter, d'avoir des endroits qui soient adaptés pour améliorer l'accessibilité. Prochaine diapo. Et quand on vient fêter cette journée internationale des personnes avec euh, handicap, différentes missions de MSF Waka organisent des activités
spécifiques en collaboration avec des personnes handicapées par l'intermédiaire de leurs organisations locales perspectives. Par exemple, en RDC, aujourd'hui, il y a une conférence euh, donnée par des personnes en situation de handicap et ils ont aussi organisé une exposition pour promouvoir le talent des personnes avec handicap. Au Niger, il y a aussi deux activités. Numéro un, conférence et événements culturels qui a été euh, organisé par la Coordination nationale des personnes handicapées pour rendre l'événement joyeux. Et aussi, il y a eu une exposition de produits et de services fabriqués par des personnes handicapées en vue de promouvoir des activités génératrices de revenus. Prochaine diapo. Au Tchad, il y a aussi l'organisation de la campagne communautaire sur l'inclusion des personnes handicapées dans les interventions d'urgence. Et en Côte d'Ivoire, ils ont aussi mis en place un panel de discussion avec des organisations des personnes handicapées, des experts juridiques sur le cadre juridique de l'inclusion et une personne ressource du ministère de la Santé, tout en réfléchissant au thème annuel. Au Nigeria, il y a eu on attend les mises à jour et au siège, il y a eu une activité et c'est cet événement d'aujourd'hui. Alors, pour atteindre l'inclusion, et est-ce que vous pouvez finir dans une minute? Merci. Oui, nous devons avoir des outils, on doit stimuler de plaidoyer interne et externe pour la promotion de l'inclusion. On doit aussi soutenir, voir un soutien technique et accompagnement et aussi un partage d'expériences pour apprendre des acteurs qui implémentent l'inclusion. Et juste pour finir, ici, c'est ce qu'on a atteint cette année, euh, c'est-à-dire on a le système de rapport de données inclusif, on a une collaboration avec les organisations locales de personnes handicapées au Niger et en RDC. Prochaine diapo. Et après cet événement, nous voulons partager les points positifs et les enseignements tirés de la célébration de l'IDPD qui seront documentés et, et partagés. Donc, merci. Merci de m'avoir entendu. Et si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Merci. Merci, Élisée. Et oui, tu as fait un très bon travail d'aller d'un projet Waka à un autre. Et c'est très bien de voir que, il y a plusieurs projets qui ont des activités pour cette journée internationale des personnes en situation de disabilité. On retourne en RDC avec le projet de Walikale. Fiston Assoussa, je vous donne la parole.
Génial, photo, présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Et c'est vraiment très agréable de voir cette collaboration si forte que vous avez des organisations des personnes sous handicap. Maintenant, on donnera la parole à Camille et Clémence pour qui parleront sur le groupe de travail à Paris. Camille et Clémence.
Merci beaucoup, Clémence et Camille. Donc, nous allons rallonger un petit peu le webinaire pour que tout le monde puisse parler. Chico et Kusai, vous vouliez partager des leçons apprises de Chico Kusai de MSF États-Unis. Bonjour à tout le monde. Et, euh, moi, je vais continuer seule parce qu'il a dû partir à une autre réunion. Je ne sais pas si l'année dernière, vous avez fait partie de cette célébration, mais et on a eu une personne qui, c'était une grande leçon apprise sur comment travailler, comment créer l'environnement correct pour les personnes en situation de handicap. Je, je ne vous donnerai pas tous les détails maintenant, mais je vous dirai que comme au siège, on a un énorme bureau. Je suis désolée, je ne me suis pas présentée. Chico, je travaille au bureau des États-Unis de MSF. Et comme bureau, on a une grande infrastructure pour soutenir les personnes en situation de handicap. Et on a aussi la sensibilisation. Il y a beaucoup plus d'avoir des rampes, pour avoir des boutons pour ouvrir les portes automatiquement. On a vraiment dû travailler sur la culture et comment nous interagissons, comment les choses... il y a eu des petits problèmes où on s'est rendu compte qu'on a dû travailler sur beaucoup de choses. On a créé aussi des guides, euh, par exemple, des conseils pour les présentateurs, les intervenants et aussi des conseils pour des organisateurs de réunions. Et je crois que nous devons considérer les choses comme l'architecture, par exemple, avec des personnes avec des problèmes de mobilité. Nous avons des chaises à roulettes, des fauteuils roulants en devant de la salle, mais est-ce qu'on a pensé d'avoir un espace pour qu'ils puissent avancer avec ces fauteuils roulants? Et s'il y a des personnes malvoyantes, est-ce qu'ils sont assez prêts, suffisamment prêts pour voir l'intervenant? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et je suis très content que je suis très contente de vous dire qu'on a vraiment adopté plusieurs points et on a fait déjà 2 documents que je partagerai avec plaisir avec vous. Et je voulais aussi partager que ça y allait partager. Euh, on a eu une réunion à Denver d'une association avec Kusai, qui est le un membre de l'Assemblée a été en tête de la formation pour créer un environnement pour des personnes en situation de handicap. Et c'est ce qu'on va voir. On va se concentrer sur ça l'année qui suit. Bien sûr, on peut toujours améliorer des choses, mais on a déjà un sens, une sensibilisation qu'on essaye d'augmenter. J'ai d'autres choses à partager, mais j'aurais aimé que ça soit là pour partager euh, tout ça. Et bonne journée internationale des personnes. Merci. On va finir rapidement. Vous allez recevoir toutes les présentations et les enregistrements dans un courriel. Et dans ce courriel, vous allez avoir différents liens à d'autres projets que nous avons pas pu présenter à cause du temps, mais
on voulait parler du projet OCP de l'hôpital de chirurgie reconstructive à Amman, qui existe depuis le 2006. C'est un projet avec une approche holistique, avec de la chirurgie reconstructive, bloc opératoire avec 2 salles de chirurgie, des services de physiothérapie et de santé mentale. Et vous allez recevoir dans ce courriel un rapport spécifique de ce projet et un lien sur où trouver plus d'informations, d'autres informations. Il y a aussi le projet OCB Supply au Liban qui combine la protection de l'environnement et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, les palettes qui utilisées par le projet sont recyclées. Il y a aussi le projet OCG en Ukraine. On a aussi on a des ateliers avec le OCA en RDC et en RCA, des ateliers de 2 heures sur l'inclusion des personnes euh, des PSH en distanciel. Et on voulait féliciter l'équipe de le bureau d'Italie qui a changé de bureau. Et donc, on ne peut pas tout dire, mais il y avait d'autres initiatives dans les OCB et il y a d'autres initiatives avec l'Afrique de l'Est et donc il y a beaucoup d'expériences qu'on peut partager et il y a aussi des outils pratiques du hub, de la plateforme. Tout est disponible dans notre portail, dans notre intranet. Il y a des vidéos disponibles et puis il y a des documentaires, il y a des cours en ligne, il y a des jeux, il y a des lignes directrices générales, on a des posters disponibles aussi. Et bien sûr, après tout cela, vous aurez sûrement des questions. Et on savait qu'on n'aurait pas le temps de répondre aux questions en ligne. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de créer une communauté de pratique où vous pouvez scanner ce code QR et vous pouvez écrire votre question là dans cette communauté de pratique. Et vous recevrez aussi ce lien dans le courriel pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez. Et maintenant, vous allez recevoir ce code QR et dans le courriel. Et ce qu'on peut dire en ce moment, à ce stage-là, c'est que merci. Merci à tous les participants et merci à l'équipe technique, merci aux interprètes. Et maintenant, vous pouvez allumer vos caméras pour qu'on puisse vous voir, pour qu'on puisse dire au revoir et qu'on on vous souhaite une très belle journée inclusive. Et on vous invite à rester aux intervenants pour qu'on puisse parler de... Et Hiroko, tu es toujours avec nous. Il est passé minuit au Japon. Donc, merci beaucoup d'être toujours connecté. J'étais ravie de vous voir et ayez une très bonne journée inclusive. Merci. Merci tout le monde. Merci, ça a été très bien. Merci. Merci, merci. Merci tout le monde, c'était très enrichissant. Merci. Tu peux dire merci, non? Merci, merci, merci à tout le monde. Ah, c'est parfait.
C'était très intéressant de vous écouter. Merci pour les présentations. Merci à vous, Joanne. Merci. N'hésitez pas à nous laisser et à vous continuer votre euh, journée de célébration. Merci, Patrice. Merci, au revoir. Je sais que vous vouliez continuer. Vous voulez continuer dans cette réunion? Oui, pour les présentateurs. Ah, OK. Oui.